Alors, dans le tunnel de vente de Airplan, nous avons à peu près 200 leads qu'on appelle Sales Qualified Lead, leads qualifiés par l'équipe de vente. Donc, ce sont des leads qui sont prêts à être convertis. Le problème, c'est qu'on ne peut plus convertir ces leads avec un email de masse qui est le même pour tout le monde. Non, on doit personnaliser cet email de façon à motiver les gens pour, in fine, essayer qu'ils convertissent. Du coup, on s'est dit qu'on allait demander à OpenAI de générer tous ces emails pour nous. Évidemment, l'idée n'est pas de lui demander de générer de simples emails template, mais à la place d'utiliser les informations des prospects et les informations contextuelles de façon à générer quelque chose de vraiment personnalisé. Nous, on utilise HubSpot comme CRM. Du coup, il faut connecter HubSpot, notre CRM, à OpenAI. Et pour ça, j'ai fait appel à Sylvain. Sylvain, il est ingénieur en automatisation. Sylvain, t'es où? Je suis là. Salut. Ok, donc Sylvain, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est Make. Make, c'est un logiciel qui va permettre de lier différents services entre eux. Si on prend une analogie, c'est un peu le gars du quartier qui connaît tout le monde et qui sait comment parler à tout le monde. C'est aussi la force de Make, c'est qu'on va prendre des informations d'un côté, les emmener dans un autre logiciel et on va faire tout un tas de transformations sur la route. Et dans ton cas, ça a été prendre les informations dans HubSpot, les traiter, récupérer vraiment toutes les informations nécessaires à différents endroits, en faire un prompt pour l'envoyer à OpenAI. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste visuellement HubSpot d'un côté, OpenAI de l'autre, avec un connecteur et c'est tout? Ouais, effectivement, dans ce scénario, il y a plein de modules. C'est le cas parce que toutes les informations ne sont pas rangées à un seul endroit, donc on doit aller les chercher de plusieurs façons. Ouais. Simplement parce que, puisqu'on fait du très personnalisé et qu'on va chercher les notes de call, ouais, ces choses-là sont rangées un peu profondément. Donc on doit ouvrir plusieurs tiroirs, en gros, si on voulait une analogie, quoi. Donc on va ouvrir plusieurs tiroirs, rassembler ces informations et les mettre dans un seul prompt où on fait un peu de logique conditionnelle qui permet d'avoir quelque chose de très personnalisé et d'avoir notre réponse. Et une fois qu'on a cette réponse, on va la repousser dans HubSpot, simplement avec un dernier module. Donc en fait, on a utilisé un email, mais avant cet email-là, on a donné du contexte en fait à GPT 3.5. Du coup, on a expliqué en fait ce que faisait Airplan. Donc on dit que c'est un logiciel et on cite les avantages. On explique aussi que GPT 3.5 est un vendeur et que son objectif... On lui donne son rôle, effectivement. Voilà, on lui explique son rôle. On lui explique qu'il a un objectif, c'est de convertir les prospects en clients. Et il doit aussi garder en tête le fait que si tu fais autant de permis par an, tu dois aller vers ce type de pricing. Si c'est autant de permis par an, tu vas plutôt faire ce type de tarification. Donc, on donne du contexte. Et puis après, on lui dit, rédige 3 propositions d'email en tenant en compte les informations par rapport au prospect suivant. Et c'est là qu'on va aller taper les informations qu'on retrouve dans HubSpot. Et donc, on va utiliser évidemment le prénom, le nom, quand il a fait la dernière démo, s'il était présent à la démo, parce que c'est des webinaires avec plusieurs personnes, on prend les présences et tout ça est enregistré dans le HubSpot. On va aussi prendre en compte le fait qu'il a regardé ou pas le replay, la date du call et les notes du call. Cool. Qui a été pris par la personne qui l'avait en ligne. Donc si on doit résumer, d'abord du contexte, ensuite quel est le rôle à assumer par ChatGPT et ensuite quel est l'input, quel est l'output qui doit sortir. Et si on a un exemple, on peut le nourrir aussi. Et ça permet d'avoir des résultats qui sont assez contenus et on sait vers quoi on va, quoi. Ok, moi j'ai noté du coup avec cette expérience-là quelques pistes d'amélioration. Parfois on remarque qu'on a le sentiment que c'est une traduction de l'anglais et le français n'est pas naturel ou moins naturel. Donc ça c'est peut-être quelque chose auquel il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut toujours finalement de l'humain derrière. Ouais, garder un humain dans la boucle, c'est important. On va pas balancer des réponses comme ça, on se retrouverait avec des surprises. Ensuite, il y a des problèmes de logique. En fait, on lui avait donné une règle qui était assez simple, mais il a fait quand même une erreur dans l'email. Un truc exceptionnel, c'est que l'intelligence artificielle a pris la liberté de faire des promos. Donc, il a la fibre commerciale, c'est beau. Voilà, c'est quelque chose qu'on lui a pas dit de faire et il s'est dit, je vais donner 10%, il va convertir plus facilement. Parfois, il donne un mois gratuit. Donc, mais ça, effectivement, c'est des choses du coup à itérer et à remettre dans le prompt en lui disant, t'as pas la liberté de proposer des promos. Voilà. Le gros point positif pour moi, c'est le fait qu'il prend en compte les notes du sales. Et c'est vraiment ça qui ajoute une grosse différence parce que dans un call avec un vendeur, même si c'est professionnel, il y aura toujours des trucs parfois hyper personnels qui vont être notés. Et c'est en reprenant ces choses-là, ces choses personnalisées, je ne vais pas dire toujours personnelles, mais en tout cas personnalisées, en reprenant ça dans les notes,
on va vraiment avoir ce sentiment que le vendeur, la personne, se souvient de nous et que donc on a du coup une relation qui se crée, une responsabilité qui s'instaure et finalement le vendeur est là pour que le prospect cesse de procrastiner sur l'action qu'il a à prendre. Le vendeur n'est juste là pour l'aider à faciliter cette action à prendre et je trouve que quand on crée une relation, c'est super important de noter ces petits détails-là qui font la différence finalement. Donc ça, pour moi, c'est mon avis perso. J'ai l'impression qu'il faut sortir un petit peu de tous ces champs structurés qui sont toujours les mêmes et essayer d'aller chercher des choses plus dans l'émotionnel de façon à ce que les AI fassent quelque chose d'hyper personnalisé. Ouais, tout à fait. Et alors, deuxième point, c'est que, je pense que tu l'as cité, tu l'as dit, c'est avoir un learning loop, une boucle d'apprentissage avec cette AI, parce que finalement, c'est en améliorant le prompt qu'on va s'améliorer. Ouais. Et puis, le mieux, ça serait carrément d'avoir finalement GPT qui est dans notre infrastructure et qui soit entraîné uniquement avec nos données à partir d'un certain point. Alors là, je ne sais pas si c'est possible. Il y a des modèles qui arrivent, qui clairement, on va leur donner toute notre infrastructure, toutes nos données, et ils sauront répondre à partir des données directement. Ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est là où il faut aller le plus vite possible, parce que c'est comme ça que finalement, vous allez entraîner une AI avec votre expertise et avec votre différence par rapport aux autres qui utilisent la même technologie derrière. Pourquoi se faire accompagner d'un no-codeur? Parce que la rapidité d'exécution en méthode agile, très rapidement, on a une automne qui tourne, on a une application, on a un site web ou un outil interne. Enfin, c'est vraiment ça, sans avoir besoin de coder. Et c'est merveilleux. Un autre aspect que moi j'aime beaucoup dans le no-code, c'est que on donne la main au client aussi. Il a plus besoin de, par exemple, une base de données. Il a plus besoin de faire appel à un ingé pour aller faire une requête pour sortir la donnée qu'il a besoin. Non, c'est tellement visuel, ça s'explique tellement bien qu'il a accès lui-même à la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui rééquilibre le rapport de force, je trouve. Et du coup, le no-code, c'est pour faire des protos ou c'est aussi pour mettre en place des trucs qui vont rester dans le temps? Ouais. Alors, ça a été beaucoup pour mettre du proto. Maintenant, il commence à avoir vraiment des outils qui sont scalable. Je pense à Xano en base de données. Glide, aujourd'hui, est passé à 10 millions de lignes, donc c'est énorme. Donc, c'est né beaucoup avec du MVP et du proto. Aujourd'hui, ça devient vraiment plus scalable. Et il y a des applications sur Bubble qui tournent avec des milliers d'utilisateurs, vraiment quotidien, quoi. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour l'invitation. Grand plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'avoir reçu un no-codeur sur la chaîne. Et puis voilà, s'il faut faire appel à toi, le meilleur moyen pour te contacter, c'est quoi? LinkedIn. LinkedIn. Et c'est Sylvain comment? Hochede. Hochede.